Yard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bienvenue à vous et bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Sur le confinement, un statu quo ou plus de restrictions annoncées ce soir, est-ce que c'est l'échec de la gestion du confinement par l'exécutif ou bien les Français qui seraient indisciplinés ? Oui, alors là, quand j'entends effectivement le ministre de la Santé ou des membres du gouvernement disent que le résultat du confinement repose sur la responsabilité des Français, c'est vraiment un manque de responsabilité de leur part à eux, parce que c'est quand même ce gouvernement qui fait des choix et dicte des règles qui sont incomprises. Le confinement qu'ils ont choisi de mettre en place est incohérent, illisible. Aujourd'hui, quand on a des enfants et qu'on doit aller travailler, il nous faut 4 attestations pour sortir de chez soi le matin. Enfin, vous imaginez un petit peu ? C'est pire que la bureaucratie de l'Union soviétique. C'est quoi ce bordel ? Pire que venant de vous, l'exemple est savoureux. Pardonnez-moi de démarrer ainsi l'entretien. On en est là. Vaut mieux en sourire. Mais enfin, c'est le grand désordre pour les gens. On ne sait pas qui, quoi, quand. Et la solution serait d'envoyer plus de policiers pour mettre des amendes pour ceux qui ne respectent pas. Alors qu'aujourd'hui, nos soignants, les directeurs d'hôpitaux, les médecins tirent la sonnette d'alarme, ils n'en peuvent plus, c'est pire que la première vague, il faut que l'on reste chez soi, que le confinement soit appliqué strictement parce que c'est dangereux, on a un pic épidémique qui est énorme. C'est ce que vous auriez décidé, monsieur Roussel, si vous étiez aux responsabilités, est-ce que vous auriez décidé d'un confinement très rude, très raide ? D'abord, j'aurais fait le choix de la démocratie, de la discussion ensemble pour prendre les meilleures décisions, même les plus difficiles. Je pense que la démocratie, c'est pas un problème, c'est une part de la solution dans ce que nous vivons aujourd'hui. Je dis ça parce que j'ai fait toutes les réunions avec le Premier ministre en tant que chef de parti. J'ai entendu mes autres camarades de classe et moi-même, nous avons demandé des mesures plus ferme pour empêcher le virus de circuler, que ce soit le contrôle des frontières, que ce soit un confinement qui soit plus cohérent, que ce soit une politique de test plus forte. À chaque fois, le gouvernement a balayé d'un revers de main, a fait ses propres choix pour arriver à un confinement qui aujourd'hui n'en est pas un. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un confinement plus dur pendant 4 semaines sur une courte période pour faire chuter l'épidémie rapidement et pour pouvoir ensuite redéconfiner plus doucement, mais en tout cas pour pouvoir s'en sortir, pour avoir une sortie du tunnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie du tunnel. Pourtant, c'est pour éviter une plus grande destruction d'emplois, justement, que le gouvernement tente de maintenir coûte que coûte une activité dans le pays. Eh bien, on aura les deux. On aura quand même 1 million de chômeurs supplémentaires et une catastrophe sanitaire dans nos hôpitaux. C'est pour ça que c'est irresponsable. Comment vous expliquez que dans notre pays, il y ait 42 000 morts, alors qu'en Allemagne, pays de 80 millions d'habitants, 86 millions d'habitants, il y en a 11 000. C'est un exemple, c'est un modèle. J'allais vous poser la question, quel pays modèle aujourd'hui vous auriez pris justement en exemple pour sa gestion du confinement ? Ce que j'ai vu, c'est que les pays qui ont privilégié, ce qui est pas le cas de l'Allemagne est un pays où on aurait pu s'en inspirer sur le modèle, sur le fait qu'ils aient là-bas 20 000 lits de réa, plus de 20 000 lits de réa quand on en a 5 500 chez nous. Ça, c'est fait, et j'ai bien compris qu'on ne peut pas trouver des médecins réanimateurs et en former en 6 mois de temps, donc on doit faire avec ce que l'on a, on peut se projeter un peu plus que 5 500. Ce qui est quand même grave d'avoir affaibli à ce point notre système hospitalier qui fait qu'aujourd'hui, il est dans la seringue, dans l'impasse, et c'est insupportable pour nos soignants. Mais il y a des pays qui ont fait le choix de confinement plus strict sur une courte période et qui a fait chuter la courbe de l'épidémie. Je pense aux pays asiatiques qui ont une plus grande pratique. Mais vous avez raison, monsieur Roussel, mais vous savez pourquoi ? Il y a aussi une acceptation de certaines mesures et de mesures qui vont empiéter sur les libertés plus grandes dans les pays asiatiques. Vous ne tenez pas compte de cet argument ? Mais c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un gouvernement et de responsables politiques qui auraient pu décider ensemble, y compris décider, je le dis moi, avec les organisations syndicales, de maintenir ou pas des activités économiques essentielles ou non essentielles. Ça se décide avec tout le monde. Je me souviens qu'avec Philippe Martinez de la CGT, lors du premier confinement, nous avions proposé au gouvernement de définir ensemble quelles étaient les activités économiques indispensables ou non indispensables, pour faire en sorte qu'un maximum de salariés puissent rester chez eux pour ne pas aller au travail, qui sont aussi autant de clusters. Il y a pour cela le chômage partiel qui peut être mis en place pour prendre en charge à 100% les salaires. Vous auriez décidé, vous auriez fait une liste, vous imaginez d'activités essentielles et non essentielles, vous imaginez, l'imbroglio ?
Mais bien sûr que non, c'est ce qui s'est passé lors du premier confinement. On l'a attendu cette liste, on l'a pas eu. Il n'y en a pas eu parce que le gouvernement n'a pas fait ce choix-là. Et au mois de mars, tout a été mis à l'arrêt. Mais au mois de mars dernier, en 4 semaines de temps, le taux de contamination au virus a chuté de 77% en 4 semaines. Il a chuté tout de suite. Il y a eu 5000 cas. Au bout de 4 semaines, il n'y avait que 5000 cas de contamination par jour. On en est encore aujourd'hui à 30 000. Comment ça va se passer dans 3-4 semaines dans nos hôpitaux? Parce que vous savez que quand il y a 30 000 cas de contamination comme aujourd'hui, ça veut dire 200 à 300 cas qui vont rentrer dans les réa d'ici 8 à 10 jours. Donc ça va continuer. J'ai compris. À vous entendre, vous semblez dire que parce que nous continuons à travailler, à prendre les transports et surtout à travailler, eh bien ces contaminations explosent. Est-ce que vous pensez que les foyers de contamination sont dans les entreprises ? Il y a des clusters dans les entreprises, un tiers des clusters seraient dans les entreprises. Le gouvernement ne veut pas entendre non plus qu'il y a des clusters dans les transports en commun. Quand on va travailler, il y a encore des lignes, des bus où on est les uns sur les autres. Et c'est pour ça que le virus continue de circuler. Quel exemple de foyer de contamination? Est-ce que vous connaissez un groupe, une entreprise que vous pourriez me citer et qui a un foyer de contamination en ce moment? Nous sommes le parti du monde du travail. Nous défendons le travail et la possibilité pour chacun de pouvoir travailler. Non, mais pouvoir travailler et vivre de son travail, c'est essentiel, y compris, c'est une question de dignité. Mais nous sommes face à un virus. Nous pouvons faire en sorte de faire tourner les activités économiques indispensables à notre pays et faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas pendant cette période, qui soit la plus courte possible, le temps de faire chuter le virus, soient chez eux en chômage partiel ou acquièrent des formations, gagnent en compétences. On peut faire de cette période où en chômage partiel, on peut se former. Ça peut être un temps utile aussi. Je vous ai entendu dire qu'il y a un tiers des foyers de contamination dans les entreprises. Est-ce que vous-même, peut-être dans le Nord, où votre expérience de député vous montre qu'il y a un exemple d'un foyer de contamination aujourd'hui en France dans une entreprise? Quand je m'en vais sur le parking de Toyota, où il y a 3500 salariés, et où je les vois arriver, prendre leur poste, où je sais qu'ils n'ont que 8 minutes de pause, ils ont 2 fois 8 minutes de pause. À cause du Covid, ils ont rallongé de 2 minutes. Ils ont 2 fois 10 minutes de pause et ils ont 20 minutes pour manger. Ils se croisent dans les vestiaires, ils se croisent pendant leur pause, ils se croisent pour rentrer, sortir de l'usine. Enfin, et puis ils sont là sur les chaînes de montage à travailler 24 heures sur 24 par poste. Ne me dites pas que c'est pas des lieux de contamination. Et des usines où il y a comme ça 500, 1000, 2000, 3000 salariés qui travaillent, il y en a. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut pas mettre à l'arrêt pendant 3-4 semaines ces lieux de travail et en garantissant un chômage partiel à 100% pour ces salariés? Parce que les salariés, eux, ils me disent, on n'a pas envie d'être à l'arrêt parce qu'on va perdre 16% de salaire. Pour eux, c'est 200 €, 300 € de moins sur la fiche de paye. Donc eux, en plus, ils sont pris à la gorge. Mais ils sont masqués, je suppose. Mais masqués, d'accord, mais enfin... il y a un protocole sanitaire, monsieur Roussel, il est quand même respecté. Ou alors vous dénoncez quelque chose de grave. Heureusement qu'il y a un protocole sanitaire, mais enfin, me dites pas que c'est reconnu qu'il y a un tiers des clusters dans les entreprises. Je sais pas, moi je prends les données de Santé publique France. Sur près de 2 millions d'entreprises, seules 1352 entreprises ont été identifiées comme foyers de contamination depuis le mois de mai, ce qui en nombre de cas représente moins de 1% des contaminations globales. Donc les entreprises ne seraient pas des foyers, mais ce sont des données peut-être que vous les contestez. Sur 3000, 1000, ça fait un tiers. Et évidemment, c'est déjà, beaucoup. Trop. Monsieur Roussel, est-ce que l'explosion de la dette de la France est un sujet d'inquiétude et même de préoccupation pour vous ? Oui, c'est un sujet de préoccupation quand j'entends le gouvernement nous dire il faudra payer. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase. Il y a eu 6 mois, le président de la République qui avait dit quoi qu'il en coûte. Maintenant, la phrase c'est il faudra payer. Vous voyez, on est passé du quoi qu'il en coûte à il faudra payer. Ce gouvernement aujourd'hui nous dit après avoir dit quoi qu'il en coûte, on fera tout ce qu'il faut. Eh bien, il y a une dette 300 milliards, 400 milliards d'euros qui s'accumulent. Il faudra la payer. Ça va être au cœur des élections présidentielles de 2022. Je vous le dis, parce que il y a ceux qui vous diront va falloir faire des réformes structurelles, travailler plus longtemps, faire la réforme de retraite pour vous demander de travailler jusqu'à 66, 67 ans, parce qu'il faudra payer la dette. La dette va être utilisée comme un prétexte à mettre en œuvre des politiques d'austérité très dures sur les salariés, sur le monde du travail, sur nos services publics. On nous dira que c'est pas possible de mettre la transition écologique en place parce que vous comprenez, c'est cher des investissements, patati patata. Écoutez, vous nous avez déjà fait la prochaine élection présidentielle. Mais je le vois déjà arriver. C'est une petite musique lancinante. On nous explique la dette, faudra la payer. Préparez-vous à vous serrer la ceinture.
c'est niet. 2 questions d'actualité politique pour terminer, Monsieur Roussel. Un rebondissement. L'actualité autour de l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen. L'un de ses principaux accusateurs, Ziad Takieddine, le dédouane. C'est la vérité qui commence à éclater ? Écoutez, j'ai écouté avec saveur ce matin, j'écoutais déjà Europe 1 ce matin en me levant, et j'entendais que vous aviez retrouvé des prises de son où il disait qu'il avait donné en main propre la valise à Monsieur Sarkozy, qui avait même pas pris la peine de l'ouvrir, et aujourd'hui il dit qu'il a jamais rien donné. Faudra peut-être savoir ce que lui, il a reçu entre deux. C'est assez étrange, c'est-à-dire que quand il accuse Nicolas Sarkozy, beaucoup y croient, et quand il le dédouane, il n'y a pas beaucoup qui y croient. C'est l'opposition, c'est comme ça ? Non, mais enfin, là, non, c'est parce que moi je suis comme tous les Français. J'entends un homme qui dit j'ai donné une valise d'argent, et puis 2 ans après il dit j'ai jamais rien donné. Donc on sait comment ça se passe. Hein. Je sais pas ce qu'ils se sont dit entre deux. Bon, Jean-Luc Mélenchon, candidat... Je vous invite à enquêter, hein, c'est aussi votre travail. Il y a de multiples enquêtes et contre-enquêtes, et il y a la justice, comme vous le dites. Pour conclure, Monsieur Roussel, Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Il vous avait prévenu de sa démarche ? Ah non. Ah, ça vous fait moins sourire. Non. Bon, et donc il a vocation à être candidat commun de la gauche ? Je crois qu'il a surtout vocation à être le candidat de la France Insoumise, puisque c'est avec la France Insoumise qu'il a pris cette décision-là. C'est son choix, on le respecte. C'est un exemple de démocratie dans un parti ? Chacun a ses règles de désignation, et donc je vois qu'il recrée d'ailleurs un parti en utilisant Cause Commune, qui est d'ailleurs le nom d'une publication du Parti communiste français. Bon, il avait déjà pris l'humain d'abord, qui est aussi le slogan du Parti communiste français. Il vous mange la laine sur le dos, là. Attention, Monsieur Roussel. Vous allez finir par être soluble dans la France insoumise. Ce qui compte, c'est le contenu, le programme, et c'est surtout là-dessus que nous ferons aussi nos différences. Cette élection, elle est très importante, ça doit être l'occasion d'un grand débat dans le pays, et nous y participerons d'ailleurs, nous aussi, en tout cas nous y préparons, et c'est surtout sur le contenu, sur les idées que les Français auront à se prononcer. On a bien compris, et pas sur un nom. C'est pas sur un nom, c'est pas sur une personne, c'est un collectif et un projet, l'élection présidentielle. Bon entendeur, n'est-ce pas ? Merci Monsieur Roussel d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.